Qui est avec nous par téléphone. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller chez Mescard Gestion Privée et en plateau pour nous accompagner pour cette première demi-heure, Raphaël Gaillardeau, stratégiste allocataire de Natixis Asset Management. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et puis dans l'actualité également la publication d'Alcoa qui marque traditionnellement le début de la saison des résultats du troisième trimestre aux États-Unis. Frédéric, que dire de cette séance légèrement positive effectivement pour la plupart des indices européens? Oui, je crois que la semaine dernière, on parlait d'un CAC à 4500 points. Donc, on tourne autour de cette zone qui est clairement identifiée comme une zone pivot pour le marché. Au-dessus de cette zone, on passerait sur un marché clairement haussier. Si on continue à buter, par contre, en dessous des 4525, on pourrait avoir un risque de contraction des cours. Donc, c'est très, très travaillé. On attend effectivement cette publication d'Alcoa, mais je dirais que c'est peut-être pas un événement, puisqu'on a eu quand même quelques publications aux États-Unis, une vingtaine de sociétés ont déjà publié, avec d'ailleurs des résultats certains peut-être médiocres. Donc Alcoa va donner un peu le là, mais ça devrait normalement être plutôt correct. Ben, ils ont déjà publié, Frédéric. Moi aussi, je me suis fait surprendre parce que j'avais l'habitude de voir les résultats d'Alcoa après bourse, après la clôture à Wall Street à 22h. Alors je sais pas depuis qu'ils sont sortis du Dow Jones, ça a peut-être changé, mais ils ont publié avant bourse et c'est pas très bon visiblement parce que je crois que le titre perd 5% avant l'ouverture de Wall Street. On pourra en reparler, mais nous on a quelques actualités d'entreprise là. Airbus notamment. Alors Airbus et Peugeot, pour des raisons différentes, qui signent les plus fortes baisses du CAC. Peugeot, c'est toujours l'idée de l'exposition au Royaume-Uni qui pénalise le titre, Frédéric? Oui, tout à fait. On le sait, d'ailleurs, c'était l'ajustement des prix souhaité par la direction au regard de la dépréciation de la monnaie. Donc, est-ce qu'il y a cette capacité aujourd'hui d'avoir un vrai pricing power finalement sur une marque qui n'en a pas historiquement? Donc, c'est très très compliqué. On est sur un marché qui est difficile, avec les premiers effets qui commencent à se faire sentir. Donc là, l'ajustement se fait plutôt par le bas, avec un titre qui est correctement valorisé, on l'oublie, mais le rattrapage qu'on a eu depuis quelques mois sur le titre, finalement, le met en ligne en termes de multiples par rapport à ses multiples historiques. Bon, voilà, Peugeot qui recule de quasiment 3% actuellement et Airbus qui perd un peu plus de 2% alors qu'on a pourtant un dollar qui s'apprécie. Qu'est-ce qui pénalise Airbus pour vous, Frédéric? C'est une période quand même assez complexe. On en avait parlé aussi il y a quelques temps sur Airbus. Donc plusieurs problématiques. Une problématique sur la 380 qui est aujourd'hui en baisse de cadence puisqu'on va produire plus qu'un appareil par mois alors que la cadence prévue était de 2,5. Donc on a un net ralentissement. Toujours également des inquiétudes autour du programme A320 Neo. On a vu la déclaration quand même assez agressive de la part de Qatar Airways sur la fiabilité des avions Airbus en général, lui préférant d'ailleurs Boeing. Puis la partie hélicoptère, une partie qui est sous pression depuis quelques temps avec ce casus belli entre la Pologne et la société de M. Enders, puisque la Pologne reviendrait sur ce contrat signé sur la livraison d'hélicoptères alors que certains, plus de 10 hélicoptères ont été déjà produits. Donc c'est vrai que c'est une période extrêmement délicate pour Airbus. On le voit, il y a toujours des problèmes de production, de supply chain sur l'ensemble de la société. Donc voilà, c'est un titre aujourd'hui qui plafonne depuis quelques temps, qui est soumis à une pression. On voit beaucoup de remises en cause de contrats. C'est pas la meilleure période honnêtement pour Airbus malgré finalement un carnet de commandes qui est historique. Bon, Airbus qui recule de plus de 2% cet après-midi, puis à l'inverse, je le disais, LVMH qui a rassuré avec sa croissance organique du troisième trimestre qui ressort à 6%, plus 6% de croissance pour les ventes de LVMH. Le titre signe la plus forte hausse du CAC cet après-midi, plus 5%. Et puis je le disais, on a le début de la saison des résultats aux États-Unis. On peut regarder ça d'un point de vue macro d'ailleurs, Raphaël. On va pas commenter les résultats d'Alcoa qui a priori sont sous les attentes et déçoivent les investisseurs. Mais ce cycle de profit aux États-Unis, depuis plusieurs trimestres, il suscite pas mal d'interrogations puisqu'on est sur une dégradation, une baisse permanente de la rentabilité des entreprises américaines. Est-ce que c'est une anomalie dans un cycle et une reprise économique anormale aux États-Unis? Est-ce que c'est une situation qui peut perdurer, avoir à la fois de la croissance macro et en même temps un cycle de profit qui se dégrade? Ou est-ce que c'est plutôt un indicateur précurseur de ce que va être l'économie américaine dans les prochains trimestres? Je crois qu'on est dans un cycle qui est effectivement atypique parce que on a un cycle qui est très long, on a un cycle d'expansion qui est très long et toujours pas d'inflation. Mais c'est typiquement ce qui se passe, c'est qu'on a les marges des entreprises qui commencent à être grignotées par la remontée des salaires. Et dans un cycle normal,
On peut prolonger le cycle avec des gains de productivité qui permettent aux marges de résister à la hausse des salaires et puis un petit peu d'inflation qui permet aux entreprises de maintenir leurs marges. Enfin, vous avez l'amont et l'aval. Ah ouais. Donc des deux côtés, le cycle d'investissement peut se maintenir. Aujourd'hui, on voit que les gains de productivité sont catastrophiques. On est carrément en négatif sur 4 trimestres. Et l'inflation n'arrive pas à repartir parce qu'on voit bien quand même qu'on est dans un régime américain qui est plutôt un régime de liquidation du capital. Quand on vous dit les entreprises préfèrent utiliser leur cash à racheter leurs actions plutôt qu'à accumuler du capital productif, c'est qu'elles sont elles-mêmes au niveau microéconomique en phase de liquidation du capital. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une pression déflationniste qui est structurelle dans l'économie américaine et qui fait que les entreprises butent tout de suite sur à la fois cette contrainte de productivité et cette contrainte de pricing power. Et donc les marges des entreprises se contractent depuis déjà 1 an. Ouais. Et quand on retraite l'effet énergétique évidemment. Et donc ça c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que c'est une force endogène de retournement du cycle, avec en plus la deuxième force endogène, c'est que les entreprises ont beaucoup tiré sur le levier pour doper leur rentabilité, aider en cela, enfin inciter à cela par la politique de taux bas. Et ça, c'est aussi en train de se retourner parce que les banques américaines elles-mêmes sont en train de serrer la vis sur le crédit. Donc ces deux forces font que le cycle américain a passé son pic, je dirais, au début de l'année 2015. Vous restez avec nous, on est ensemble pendant toute cette demi-heure, Raphaël. On reviendra évidemment très largement sur les grandes questions de marché du moment, avec notamment les banques centrales. Pour l'instant, un marché qui achète plutôt l'idée d'une normalisation. On l'a vu ces derniers jours sur les taux, avec des taux, des rendements obligataires qui ont plutôt eu tendance à remonter. On n'est pas loin désormais d'être à 1,8% de rendement sur le 10 ans américain, les marchés actions en Europe qui sont positifs. Et puis Sophie Tussaud, vous nous accompagnez également chaque après-midi dans Intégral Bourse.